Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, pleins d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro. Enchantée. Donc moi je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois mon super copain Grégory. Salut Greg. Ça va? Ça va et toi? Tu me fais délire. Donc aujourd'hui on va vous parler justement de l'éveil spirituel. J'ai invité Grégory parce que du coup c'est mon meilleur ami et c'est une personne à mon sens qui est très connectée et je voulais qu'il partage avec vous justement ces déclics qu'il a eu pour arriver à ce type de conscience sur les choses. Donc du coup d'après toi Greg, ça fait depuis combien de temps que tu es éveillé, que tu es connecté? Bah déjà, limite j'ai envie de dire, c'est super gentil de dire que je suis connecté et éveillé parce que je me considère pas forcément... je peux pas dire que je me considère pas éveillé, mais j'aurais l'impression que ce soit prétentieux de me le dire à moi-même, on va dire, ça c'est la vérité. Je dirais que je suis éveillé depuis que je suis tout petit. Ok, donc c'est quelque chose pour toi qui est inné, entre guillemets, qui est pas un don, mais quelque chose sur lequel on peut être sensible dès tout petit? Alors, très difficile à répondre parce que moi, tout petit, je me suis rendu compte que je ne pensais pas forcément comme les personnes qui étaient autour de moi. Mm-hmm. Et déjà, avoir cette réflexion me permet de me dire qu'il y avait déjà un éveil. Oui, parce que du coup, tu arrivais à te remettre en question directement, et à observer ce qu'il y avait autour de toi. Ouais, tout petit, tout petit, je me suis posé la question, c'est pourquoi en fait tu penses comme ça? Pourquoi t'es pas forcément d'accord avec ta maman ou ton grand-père ou... Oui, c'est vrai que pour un petit, c'est étonnant parce que généralement, quand on est enfant, on écoute ce que les adultes nous ont fait, au pied, on pique une colère et puis c'est tout, on refait pas le monde, quoi. Ouais. Alors que moi, en fait, quand j'étais petit, donc là, je vais te parler d'une tranche d'âge de mes 3-4 ans jusqu'à mes 18 ans, je pense. Donc c'est large, hein. Ouais. Si on reprend vraiment les 3-4 ans, 3, 4, 5, 6 ans, j'étais pas du tout d'accord avec personne. Ok. Donc déjà là, c'était spécial. Genre, on me disait un truc, c'est pas forcément pour ça que je le croyais. Ah ouais, d'accord. Alors qu'en général, tu manges les paroles des grands, comme on dit. Oui. Un exemple tout bête, j'ai ma maman qui me disait tu vas pas sur la route parce que tu peux avoir un accident. Et mon papy qui me disait mais allez, va jouer sur la route. Bon, les deux, tu les aimes, les deux, tu les écoutes. C'est des grandes personnes. Qui a raison, qui a tort. Ouais, bien sûr. Bon, déjà là, je me disais, il y a un truc qui va pas. Oui, t'avais déjà du discernement, quelque part. Ah ouais, bien vu, discernement, ouais. Et du coup, voilà, justement, à partir dans cette tranche d'âge-là, donc tu as dit de 3-4 ans jusqu'à 18 ans, quelles sont les choses qui te font dire que tu as eu un premier déclic déjà ou que tu avais déjà ça en toi, déjà à cet âge-là? Alors, on va partir vers mes 3 ans jusqu'à mes 13 ans. J'avais un père narcissique, donc il n'était pas du tout sympa, au contraire, il était toujours en train de rabaisser tout le monde. Et jamais nous mettre en avant, au contraire, toujours nous rabaisser, vraiment se sentir comme de la merde. Ouais. Et forcément, quand t'es petit, tu recherches au final l'amour de ton père, surtout, je pense à un petit garçon. Avec son père, ouais, bien sûr. Donc, pareil, je comprenais pourquoi il était négatif, parce que je savais aussi qu'il avait eu une enfance difficile. Donc, je pouvais comprendre qu'il est...
en fait, dans mon intérieur, dans mon fort intérieur, je me disais qu'il était malheureux et que c'était, on va dire, pour moi acceptable parce que c'était une excuse. Tu avais déjà une grande empathie en fait. Voilà, on va dire que c'est ça. Et puis quelque part, certainement que moi je recherchais aussi l'amour du paternel en le soutenant d'une certaine façon, en l'aimant d'une certaine façon. Je peux pas dire soutenir, mais tout simplement en essayant de l'aimer. Enfin, en essayant de l'aimer. Parce que je l'aimais pas. Hein. Oui, mais t'essayais en tout cas de le comprendre. Et de faire naître cet amour. Ouais, parce que moi, je l'aimais pas, mais par contre, j'ai essayé de le comprendre, du coup, j'ai essayé de l'aimer. Et j'ai appris au final à l'aimer malgré, on peut dire, sa méchanceté, quoi, tout simplement. Ouais. Donc déjà là, c'était pas logique non plus. Enfin. Oui, parce que c'est au final toi, enfant, jeune en plus, qui faisait preuve d'une plus grande sagesse au final que ton père. Bah oui, parce que moi, si j'avais été avec ma mentalité de maintenant dans mon petit corps d'enfant, à mon avis, il serait mort, tu vois. Donc, c'est toute la différence. Ouais. C'est ça. Donc, j'avais bien conscience qu'en étant enfant, j'avais pas les capacités et puis je devais aussi combler mes manques d'amour vis-à-vis du paternel. Mais bon, tu te poses pas ces questions quand t'es petit, non, je suppose. Non, oui, c'est sûr. Parce que ça tombe, il y a des millions d'enfants qui pensent comme ça, je sais pas. Mais dans ma tête, ça me paraissait pas logique. Donc ça, j'ai eu l'impression que ça a été mon premier déclic. Et puis un truc qui m'a marqué aussi en étant petit, c'est que voilà, c'était pas un super bon modèle. Et paradoxalement, à l'école, dans cette même tranche d'âge, donc de 3 ans à 13 ans, j'étais dans une classe de 18 filles on était 3 garçons et j'étais l'amoureux de toutes les filles. Ouais. Mais que... Quand je dis amoureux, je les aimais vraiment, je les protégeais, comme si que je voulais pas reproduire justement ce que j'avais moi comme exemple peut-être à la maison. C'est ça. Oui, au final, tu t'es approprié cette énergie masculine de protection et de cadre pour les gens qui étaient avec toi à l'école, en fait. Ouais, c'est peut-être inconscient ou je sais pas, mais en étant petit, je trouvais ça assez particulier quand même. Donc ça, c'est plus le côté, on va dire, développement personnel, le côté émotif. Pour le côté connexion, justement, avec l'invisible, est-ce que tu as eu des expériences déjà, en effet, jeunes par rapport à ça ? En vérité, oui, parce que dans les moments de douleur, je priais Saint-Michel. Ouais. Donc, je suis d'une famille très catholique. Et les prières, on les disait tous les soirs. Hein. Donc, tout petit, j'étais bercé par la prière du soir. Et puis, moi, ma prière préférée, c'était Saint-Michel, l'ange Saint-Michel, quoi, le protecteur, entre guillemets, de ce monde. Donc, voilà, je pense que ça a été le premier souffle, ouais. Et à cet âge-là, tu savais ce que représentait Saint-Michel, ou pas spécialement, en termes de symbolique ? Je savais que c'était le bien contre le mal. Okay. Parce que dans la religion catholique, il y a vraiment les deux mondes, hein, le bien et le mal. Donc c'était l'ange du bien contre le mal, tout simplement. Donc c'était ma vraie symbolique, c'était ça. Ouais. Ok. Donc déjà beaucoup de prières et en effet un savoir sur le fait que les anges existent et tout ce qui est religieux aussi du coup. Ouais, le pouvoir des mots. Aussi ? Ouais, oui. Dans les prières et tout. Oui, ça allait de tout loin en fait. Ouais, oui. Quand t'avais ton père qui disait que t'étais une mère. Bien sûr. Et que t'es tout petit, que tu recherches son amour, tu te dis, ok, ça fait mal ce qu'il me dit. Et en même temps, quand tu pries l'ange Saint-Michel, par exemple, pareil, quand t'écoutes les mots, Saint-Michel, victoire de lumière, tu vois, c'est des choses qui te parlent tout jeune. Tu comprends que les mots ont un sens. Bien sûr, carrément. Donc ouais, ça c'était vraiment mon tout premier, on va dire, ma toute première connexion, c'est la prière Saint-Michel. Ok. Et donc après, t'as grandi ? Alors après, j'ai grandi, comme tous les petits enfants, donc j'ai toujours été heureux. Hein. Ouais. Ouais, j'ai toujours été heureux, mais avec de l'émotion. D'accord. Donc j'ai toujours trouvé la vie très très belle, même quand je vivais l'émotion négative. Donc ça, je sais pas vraiment très bien l'expliquer. Mais j'ai l'impression de toujours avoir un soleil au-dessus de la tête, même quand le temps est gris. Mais je peux vivre l'émotion grise complètement.
Donc après j'ai eu ma première vraie relation d'amoureux, parce que quand j'étais petit j'étais amoureux de toutes les filles, c'est pas pareil. Donc là j'ai eu ma première vraie copine, donc vers mes 18 ans, qui est vraiment très très bien, on va dire parfaite quoi. Elle était comme elle devait être. Et bon, bah moi apparemment j'avais beaucoup de manques, beaucoup de blessures certainement, parce que j'ai appelé ça l'amour triste. Je l'aimais, enfin, je pensais que je l'aimais à en être triste au final. Et je comprenais pas, en fait, pourquoi j'étais triste, parce que j'étais avec une personne que j'aimais. Ouais. Bon, je sais pas vraiment encore l'expliquer à l'heure actuelle quelle était cette chose. Mais je pense qu'en fait, que je comblais un manque. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai été dans l'attachement. Donc, je demandais toujours plus de cette personne. Et elle aurait jamais su, en fait, combler mon trou. Donc, ce trou, cette blessure, elle s'est bouchée du jour au lendemain. Sur un claquement de porte. C'est fou, ça. Un truc tout fou. Et je me souviens encore, je vais à une communion. Pareil, enfin, je comprends pas. J'ai l'impression de faire une dépression, en fait. Parce que je suis fatigué, je pleure, je sais pas pourquoi je pleure, et j'aime cette fille, et puis je suis malheureux. Là, on m'a toujours dit que l'amour, ça rendait des ailes. C'est quoi cette arnaque? Ça donnait des ailes. Donc moi, d'office, je me disais, mais punaise, j'ai vraiment un problème, Grégo, c'est ouf, quoi. Je me dis, putain, ma vie, ce sera le soleil avec l'échec, quoi, tu vois. Et puis je te dis, j'ai été... voilà, c'était un baptême ou une communion, je sais plus trop. C'était une communion, je crois. Et en rentrant de la communion, je décide d'aller voir mon papy. Bon, il était rentré. Je sors de ma voiture, je claque la porte. Et là, c'est comme si qu'on ouvrait la lumière. Je me suis senti bien d'un coup. C'est marrant, ça, que ça soit arrivé comme ça d'un coup. Incroyable. C'est le même genre de déclic que tu espères avoir tout le temps dans ta vie. Bah ouais, bien sûr. Voilà. Des trucs simples qui arrivent et c'est une évidence, quoi. Ah ouais, tu te prends un seau d'eau en pleine canicule, c'est ça. Et tu savais pas d'où ça vient. Et du jour au lendemain, ce trou parti. Pas de tristesse, mais plus rien en fait. Du coup, j'avais plus l'impression d'aimer non plus. Oui, parce que ça t'a désappris, parce que tu avais déjà eu l'impression d'aimer, et en fait, tu t'es dit, bah, j'aime plus. Ça ressemblait tellement pas à ce que t'avais vécu avant. En fait, voilà, exactement. En fait, comme si que dans mon inconscient, c'était l'amour, la vie de couple, c'est quelque chose de triste, peut-être par rapport à l'enfance. Bah oui. Certainement. Hein. Et puis d'un seul coup, ben, tu ressens plus cette tristesse, donc tu n'es plus amoureux. Ouais. Et puis 2 ans plus tard, après, je me suis séparé tout simplement. Oui, c'est ça, en fait, tu as désappris tes croyances que tu avais déjà par rapport à ça, quoi. Ouais. Ouais, sûrement. Et ensuite, le troisième déclic, du coup ? Bon, alors le troisième déclic, ça a été quand même le déclic le plus... Donc là, je vais pas parler d'éveil, parce que je pense qu'on est éveillés tous depuis longtemps, mais il faut juste qu'on ouvre les yeux, c'est le mot, enfin bref, éveil. C'est ça. Par contre, la connexion, c'est là où en fait, consciemment, moi je le vois comme ça, consciemment, tu vas chercher de l'aide là-haut. Tu demandes du coup. Au-delà de Saint-Michel tout petit, c'est ma maman et ma grand-mère, mon papy qui nous est pris. Donc, j'ai appliqué comme un élève à l'école. Alors que pour moi, la connexion, c'est quand tu as digéré la matière et tu dis, bah en fait, ouais, je vais aller chercher moi-même l'aide tout seul. Et là, en fait, ça arrivé, j'avais 26 ou 27 ans. J'ai rencontré une fille, on a galéré. On a tout simplement galéré. Et puis, j'étais sur le bord de la cuisine et je me suis mis à pleurer parce que je l'avais quittée. Ouais. Parce que elle m'avait dit un truc qui m'avait donné un deuxième déclic, c'est-à-dire que j'aimais la personne de ouf. Elle me dit un mot, tout ce que je ressens part d'un coup. Ça fait descendre de ton petit nuage. Mais franchement, ça fait peur quand même. Ouais, je me dis. Non, ça fait peur parce que ça te fait même peur de faire des choses, parce que aimer quelque chose aujourd'hui et sur un mot ne plus aimer du tout le lendemain, tu te sens déstabilisé. Donc moi, j'ai pas voulu voir ça. Donc en fait, si tu veux, elle m'a déçu au bout de 3 mois. Bon bah voilà, je l'ai quitté. Par contre,
étant un garçon, vrai garçon, on va dire que j'ai continué à garder une petite relation sexuelle avec, mais je voyais qu'elle en souffrait. Et pas forcément moi. Donc, et je me suis dit, Greg, non, tu peux pas faire ça. Enfin, si jamais tu as quelque chose avec, tu te mets avec, point barre. Donc, j'ai pas écouté mon intuition. J'aurais dû, en fait, tout simplement couper court. Ouais. Ben non, en fait, je me suis mis avec. Et puis voilà, en fait, mon monde a changé à partir de ce moment-là, en fait. D'accord. Parce que je me suis pas écouté. Donc, ce jour-là, sur la cuisine, quand je pleurais, je savais que j'allais travailler sur moi-même et être obligé. Et que là, tu avais le chemin qui commençait. Et c'est là que mon chemin a commencé parce que, bon, après, j'ai rencontré toutes les personnes, dont toi, dans le monde spirituel. J'ai découvert le monde spirituel, la lithothérapie, le reiki. On s'est engrainé mutuellement. Ouais, voilà. L'hypnose. Et puis, en fait, voilà, c'est à partir de là que j'ai été acteur de ma vie. Vraiment. Là, c'est moi qui ai pris les rênes. Je me suis dit... c'est pas normal de pouvoir avoir une vision complètement différente de la vie sur juste un mot. Oui, c'est vrai. C'est pas logique. Enfin, je comprenais pas que je pouvais l'aimer autant les 3 mois auparavant. Elle me dit juste, on n'est pas pareil. Puis d'un coup, je l'aime plus du tout. Enfin, non, c'est pas logique. J'ai compris que c'était des blessures intérieures. Et puis, j'ai découvert l'hypnose comme ça. Et pareil, l'hypnose, ça a été aussi un truc de ouf. Je veux dire, pendant je sais pas combien d'années, tu as une boule au ventre, tu rentres dans la... Enfin, avec la thérapeute, tu fais ta séance d'hypnose, tu ressors. Au bout de 2 heures, tu sais même pas pourquoi tu es rentré. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce bordel? Tu vois, tu découvres le monde, tu dis, mais le monde, il est pas comme ça, en fait. On comprend pas, tout est déstructuré. Et en fait, c'est à partir de cet âge-là que j'ai tout réappris. Donc, c'est vraiment mon déclic. Allez, mon gros déclic, c'est celui-là. Déclic et connexion, c'est mes 26 ans. Ok. Et du coup, justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui cherchent à être éveillées, même si on voit par rapport à ton témoignage que c'est beaucoup la vie, en fait, qui met des expériences J'allais dire, en fait, l'éveil, quand il est là... Tu peux rien faire contre. Tu peux rien faire contre. Et quand tu te poses la question, c'est qu'il est là, en fait. Ouais. Et du coup... Tu peux pas ne pas te poser la question s'il est pas là. Oui, bien sûr, parce qu'on n'en aura même pas conscience. C'est comme tu disais tout à l'heure. Si tu te poses la question, c'est que si tu te poses la question, c'est qu'il y a une raison. Bah oui, bien sûr. Après, quelle est l'image que les gens peuvent avoir sur l'éveil? C'est comme je dis, moi, j'ai d'autres collègues qui vont me dire, Grégo, l'éveil, c'est autre chose de ce que tu me racontes. Oui, mais tout ce que je raconte, c'est ma façon de voir les choses. C'est ta vérité, bien sûr. Ça m'appartient. Et c'est pour ça que du coup, je pourrais aller plus loin dans le dialogue, mais du coup, on s'égare un peu, que le jugement, il faut vraiment pas en avoir, il faut avoir un avis. Mais sachez que c'est son avis personnel. C'est ça. Donc l'autre, il a son avis qui compte autant que le nôtre. Oui, bien sûr. Parce que c'est notre vérité. Et au contraire, justement, plus on veut grandir, on a plutôt intérêt de voir la vie des autres. Bah oui. Et de comprendre, et de la comprendre, cette avis. Parce que ça rend plus riche. Bah oui, parce que s'il y a que ton petit monde qui t'intéresse, je vois pas comment tu peux progresser. C'est sûr. Et du coup, justement, en quelques mots, comment est-ce que tu convaincrais, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais les gens, justement, de leur donner de la force d'aller dans cet éveil, parce que des fois, c'est quelque chose qui peut faire peur. Pourquoi est-ce que toi, tu dirais, ok, vas-y, parce que moi, ça m'a apporté, ça t'a apporté quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Si on peut le faire? Attends, il faut que je digère la question. Il faudrait même que tu me la répètes. parce que en fait, on peut pas choisir d'y aller ou pas. Oui, ça vient forcément à toi, mais justement, si tu voudrais les rassurer, parce que ça fait peur. Ça t'a apporté quoi, toi, concrètement, tout cet éveil? Mais que de l'angoisse. Que des questionnements, du travail sur soi-même. Mais comme je dis, je peux mourir. Voilà, c'est bon. Tu sais. Bah ouais, je suis pas... Combien de fois on entend les grands-pères qui disent allez, vous préférez mourir entre guillemets bête ou... Je sais même pas si c'est le bon mot, mais pas bête, mais je veux dire ignorant, ou est-ce qu'on fait les choses avec conscience? Je veux dire non, c'est clair et net, quoi. Moi, si je mange un yaourt à la vanille, il faut qu'il y ait le goût de la vanille. Ouais. Bordel. Donc voilà, je veux dire, après, c'est chacun pour soi. Si tu préfères tourner le dos
à ce qu'on t'offre, souvent ça revient plus fort, mais... ça revient plus fort. Mais comme je dis, en fait, on choisit pas. C'est là, après, quand c'est là, je te dis, c'est du questionnement, c'est de l'angoisse. Ah bah c'est sûr, je vais pas dire des belles choses, hein, mais c'est tellement bon. Oui. C'est ça qui... De toute façon, on l'a tous vécu. Ok, je veux dire, c'est dommage qu'on doit toujours remuer la merde pour voir le bon, mais c'est vrai. Une fois qu'on l'a fait, on vit des choses de ouf. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que moi, je suis aussi la première à dire, notamment en formation, que oui, le développement personnel, tu pleures, quoi. Et après, t'es tellement bien. Ouais, et puis t'es bien jusqu'à temps que tu repleures, mais tu repleures pas plus pareil, on va dire. Ouais. On dirait que la vie, elle attrape une légèreté. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je vois bien, les choses qui me sont arrivées dans ma jeunesse, parce que je pense qu'on a tous eu des choses traumatisantes ou pas. Ça, encore une fois, c'est comment on voit les choses. Bien sûr. Mais et puis, est-ce que c'est pas genre juste la vie en fait? Moi, si je pleure pas, je vois pas comment je pourrais savoir que je suis heureux. Tout à fait. Tout le temps en fait. Et indirectement, quand je te disais que en fait, j'ai le soleil au-dessus de ma tête, même quand le temps il est gris. Mais ça, c'est ma création perso. Ouais. C'est parce que je veux le voir comme ça. C'est une situation, quand elle est merdique, qu'est-ce que je vais regarder? Et même les gens vont dire, oui, mais tu te voiles la face. Non, je construis maintenant. Ouais. Je crée. Je sais que c'est pas bien, je sais que c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire de mieux pour moi, comme pour l'autre? Parce que si je le fais pas bien pour moi, comment je vais pouvoir faire bien pour l'autre? Et pareil, ça c'est peut-être encore un autre sujet, mais combien de fois on m'a dit, mais putain, mais Greg, tu t'aimes, mais putain, heureusement. Bah oui. Parce que si je m'aimerais pas, comment je pourrais kiffer les autres? Mais je kiffe les autres de ouf tellement que je me kiffe en fait. Ouais. Ça, de toute façon, on va en reparler ensemble pour nos auditeurs. Et j'espère que tu vas faire plein de coupures parce que. Mais non, on va en reparler ensemble pour nos auditeurs justement sur le côté relationnel homme-femme, justement dans un prochain podcast. En tout cas, je te remercie beaucoup pour, écoute, ça m'a fait plaisir. pour celui-ci. Je remercie à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter, à commenter, à partager ce podcast pour qu'on puisse encore vous faire plein de contenus comme ça de développement personnel et de spiritualité. Si vous avez envie de retrouver Grégo sur Instagram, c'est manbodyzen tout collé, MANBODYZEN. Comme d'habitude, je vous le mets dans le descriptif. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.